Merci d'être resté avec nous ou de nous rejoindre. Je suis donc Arthur Leden, journaliste à Madines. J'ai été rejoint par Guillaume Grelet, journaliste au Point. Bonjour Guillaume. Bonjour Arthur. Bonjour. Pour un débat qui s'annonce tout aussi passionnant. De tout temps, l'humain a cherché à améliorer son quotidien, à allonger son temps sur Terre. Les manifestations de ce désir deviennent de plus en plus concrètes, de plus en plus palpables, intimes, même époque après époque. La faute, ou pas, on va discuter de ça tout à l'heure, à des technologies de plus en plus invasives qui pourraient peut-être nous arracher en fait, à ce qui nous caractérise au vivant. Donc c'est à ce à propos de quoi nous allons parler avec nos trois intervenants du jour. Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en informatique à Sorbonne Université, spécialiste de l'intelligence artificielle et de la relation homme-machine. Valentine Gourina, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse postdoctorante à l'Université de Lyon 1, spécialisée dans le rapport corps-technologie. Et enfin, Jean-Louis Constanza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Wondercraft, une start-up qui développe un exosquelette de marche à destination des personnes paraplégiques notamment. Oui, alors la première question qui nous a interpellés quand on a préparé la table ronde, c'est une question pour vous Jean-Louis. Vous travaillez en plein Paris, juste en face de la Tour Saint-Jacques. Comment vous aidez avec les exosquelettes? Quels sont les progrès que vous faites pour que ces exosquelettes puissent véritablement aider à marcher? Comment ça se passe? À Wondercraft, on a développé avant tout un robot de marche. Et la marche, c'est une des choses assez complexes à réaliser en robotique. On est assez peu à faire marcher des robots et pas beaucoup, encore moins, à faire un produit commercial. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un exosquelette qui permet d'aider les médecins et les kinés à réapprendre aux gens à marcher après un AVC, une blessure de la moelle épinière ou quand on a une neuropathie. Il y a un stade où il faut réapprendre à marcher. Donc le robot produit une marche et il se met en symbiose avec l'humain qui doit réapprendre à marcher pour lui faire partager l'effort. Et on espère, et ça a l'air d'être le cas, qu'on permet aux thérapeutes et aux patients d'avoir une meilleure rééducation. Mais on ne s'arrête pas là, on est en train de développer une nouvelle version beaucoup plus fine et plus puissante de cet exosquelette, de ce robot, pour emmener les gens dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire pour sortir de chez eux, faire les crêpes chez eux, prendre un taxi, aller bosser, chercher leurs enfants à l'école, etc. Et on n'est plus très loin, puisque ce sont des technologies qui n'existaient pas il y a 20 ans, mais qui commencent à être bien mûres maintenant, pour nous en tout cas. Très rapidement, ça pourrait être accessible au grand public à quelle échéance? 1 an, 5 ans, 10 ans? Alors, on n'a jamais que donné cette date, vous savez d'ailleurs, Guillaume, parce qu'on fait très très attention à ce que nos patients, utilisateurs, ne développent pas un espoir trop précoce. Donc, on donnera une date figée quand on sera sûr de notre techno, qu'on sera en essai clinique et qu'on verra exactement combien on est capable de faire tenir un robot quand on le pousse. Comment est-ce qu'on va assurer de monter et descendre d'un grand nombre de voitures différentes, d'accompagner les gens aux toilettes, de marcher sur un terrain irrégulier, souvent inaccessible en fauteuil roulant dans les rues de Paris, par exemple. Donc cette date, elle est plus très loin, en fait. Et on devrait commencer à mettre des patients dans un proto assez représentatif d'une version finale l'an prochain. Mais il y a encore quelques années devant nous. Valentine, vous avez largement travaillé sur le sujet des prothèses notamment. On sait que l'acceptabilité de la technologie demeure un sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de projet ? Alors, c'est des projets qui sont évidemment essentiels et très intéressants. Ils concernent un public qui est identifié, qui a besoin de ces produits-là. Quand on parle d'acceptabilité d'une technologie, elle implique 2 facteurs essentiels. L'utilité, qui est donc le fait de répondre à un besoin spécifique, et l'usabilité, qui est le fait que la technologie doit être utilisable, elle doit être efficace, facile à apprendre. Donc la question de l'usabilité, elle est plus complexe sur les projets en cours de fabrication parce qu'elle s'éprouve au moyen terme, au long terme. Dans le cadre d'un exosquelette, j'imagine que c'est la même chose que dans le cadre des prothèses. En centre de réadaptation, ça peut bien se passer. La personne peut apprendre à l'utiliser correctement et à la trouver utilisable, en plus d'être utile. Puis une fois rentrée chez elle, à domicile, face à tous les obstacles qui n'existent pas en centre de réadaptation et qui apparaissent petit à petit sur le parcours de vie de la personne, ces obstacles peuvent rendre la technologie un peu moins utilisable et rendre l'utilité un peu moins forte, dans le cas des prothèses en tout cas, parce qu'il y a des alternatives qui sont par exemple le fauteuil roulant ou le fait d'avoir une motricité par le biais des moignons quand on est amputé du membre supérieur. Et à ce moment-là, l'acceptabilité peut descendre progressivement au fur et à mesure de l'usage des années, du vieillissement de la personne, de différents facteurs en fait, qui apparaissent tout au long du parcours de vie. Donc ce sont des projets qui sont essentiels, mais qui
qui sont tout le temps éprouvées finalement au moyen et au long terme. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que des solutions qui se travaillent avec acharnement petit à petit. Laurence, vous diriez, vous, en matière d'IA et ses applications, est-ce qu'elles sont moins bien perçues peut-être qu'une augmentation qui serait purement mécanique ? Je pense que surtout, là, on voit l'utilité dans la santé, dans la réappropriation de sa liberté de mouvement, par exemple, une urgence qui, évidemment, va amener à beaucoup d'acceptation. Il y a d'autres outils qui arrivent dans la société avec de l'IA où c'est moins évident. Et pourtant, on se base encore notre idée qu'on va travailler sur le rejet et l'accord des gens et que les industriels aient produit ce genre de choses. Et il me semble que là, on passe à côté totalement de la prise de conscience démocratique de l'enjeu de ces objets, qui ne sont pas des objets en tant que tels sans incidence pour la société, ni sans incidence pour l'humain. C'est des hyper-objets avec une façon d'être utilisés, une nature, des conséquences à moyen et long terme, comme vous l'avez dit, qui, dans la médecine ou la santé, sont pris en compte, mais qui ne sont pas pris en compte dans d'autres sujets de l'IA. J'ai mon téléphone, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Je mets des informations sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une maintenance sur le long terme, une évaluation ? Non. On a besoin de créer, non pas seulement des règles juridiques et des lois pour les algorithmes, mais des usages compris et décidés par la société. Alors, quand on regarde les progrès que font les machines, les progrès mécaniques, on oppose souvent l'augmentation à la réparation. On se dit tant que c'est de la réparation, tout va bien, mais l'augmentation, ça donne un peu le vertige. Pourtant, on a vu dans l'histoire que certaines augmentations, l'imprimerie par exemple, peuvent être positives. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Louis ? Je pense plusieurs choses. D'abord, on en parlait tout à l'heure, je déteste le mot réparation. Moi, j'ai 3 enfants, dont un qui est autiste et un qui est en fauteuil roulant. Et donc, si quelqu'un me dit tu vas les réparer, c'est pas un mot que j'accepte. D'abord parce qu'ils sont pas cassés en fait. Donc il s'agit de faire autre chose. Et je pense que, en tout cas, on a un guide qui est une phrase toute simple, c'est on va essayer de faire que les gens deviennent ce qu'ils sont. Ça simplifie pas la question parce qu'il faut encore le définir, mais pour nous c'est un guide intéressant. Voilà, donc on répare pas en fait. Une belle mission, quoi. Ils sont pas cassés, nos amis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les technologies sont jamais innocentes, en fait. Elles changent les gens, elles changent les sociétés. Notre exosquelette va pas révolutionner la société. On va voir d'un seul coup des gens qu'on voyait pas, parce qu'ils restaient chez eux, nous rejoindre et boire un cocktail debout. On étudie en profondeur leurs désirs et pas seulement leurs besoins. Mais pour vous donner quelques exemples, c'est être debout dans une soirée avec un verre à la main. Ça en fait partie. Vous regardez à la même hauteur, c'est très important, pas comme ça toute la vie. Voilà, aller chercher ses enfants à l'école alors que le trottoir est un peu bazar et que mon fauteuil y passe pas. Des choses comme ça. Donc c'est pas une technologie très transformative en fait. La robotique en général peut devenir une technologie transformative pour la société, comme l'ont été d'autres technologies qui nous ont changé la tête. Et au moment où on a fait l'imprimerie, dont on avait parlé en une autre occasion, au moment où l'imprimerie est sortie, en fait, il y a eu énormément de critiques. Les ecclésiastiques disaient « on va perdre la mémoire parce que tout va être imprimé ». Et que les gens connaissaient les livres tous par cœur. Et oui, ils ont perdu la mémoire. Donc ça a été une perte. Ils disaient « va y avoir plusieurs points de vue, donc on va perdre le contrôle. On va perdre le contrôle de la croyance. » Ce qui s'est passé avait été perçu par certains. Mais la révolution qu'a amené l'imprimerie, il y a eu des pertes, il y a eu des gains. Nous, on aime bien le monde du livre, de la science et de la raison. Donc, c'est toujours très très difficile, pour moi en tout cas, de deviner ce qu'une technologie va faire de notre société. Et c'est pour ça que les recherches des 2 personnes qui m'entourent sont fondamentales, parce que sinon, nous qui développons ces technologies avec des algorithmes, de l'IA, etc., on peut ne pas être éclairé suffisamment. On dit souvent que une technologie qui nous augmente nous diminue aussi quelque part. On a parlé tout à fait de l'exemple tout à l'heure, mais il y a aussi le portable, par exemple le smartphone, qui est aujourd'hui très présent dans la société et qui, d'après des spécialistes, des neuroscientifiques, cause une perte de l'attention. Qu'est-ce que vous pensez tous les 3 de ce phénomène-là, augmentation-diminution ? En fait, vous avez raison, l'attention, c'est ce qui va chercher à capter
les entreprises parce que c'est le moyen de nous bombarder de publicité, c'est le moyen de nous faire acheter des choses en ligne. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que ces systèmes soient développés et dans un cadre respectueux de la dignité humaine, des droits de l'homme, d'une certaine liberté. Sinon, si on ne prend pas en compte ce sujet qui est tout sauf neutre, qui est très politique. Et pourtant, les politiques tendent à pousser ce sujet auprès des GAFA, les Google, les géants du numérique qu'on connaît bien, les Google, Amazon, Facebook, Apple, et Microsoft, IBM ou les géants chinois. Ils tendent à penser que ces entreprises peuvent faire toutes seules en fait cette décision. Mais je ne pense pas du tout. C'est un problème de société, c'est pas neutre, ça a des incidences. Alors évidemment, quand on voit augmenter des gens tétraplégiques, c'est génial de pouvoir faire cela un jour, mais on prend conscience, et je crois que on est tous les trois acteurs de les recherches autour de ces sujets, que ça change en partie l'individu. Donc dans la société, il est urgent que ce soit un problème politique, le numérique. Peut-être pour illustrer d'un exemple avec Neuralink d'Elon Musk, il y a peu de documentation sur le sujet, mais quand même on peut peut-être craindre des dérives à ce sujet-là. Neuralink, c'est un bon sujet. Elon Musk vient chez nous parce qu'on a des très bons ingénieurs et des très bons chercheurs en IA. Donc il vient recruter des gens à travers des shows médiatiques où il nous fait croire des choses qui ne sont pas scientifiques. On me montre un cybercochon, il me dit voilà, il est greffé, celui-là on lui a enlevé, regardez, il a l'air heureux. Excusez-moi, c'est pas parce qu'on voit un stimuli sur un écran que c'est les pensées du cochon, et je me demande bien comment on peut évaluer ça. Donc ça va trop loin dans le marketing, donc il faut faire très attention à mettre des limites, des garde-fous, à auditer les systèmes et à avoir une méthodologie scientifique. La science doit servir aussi le politique demain. Oui, et puis il a fait aussi une autre expérience où il a permis à un singe, en tout cas, de jouer au jeu Pong uniquement par ses implants cérébraux. Alors, ce qui est assez intéressant dans Neuralink, vous me dites-moi si je me trompe, c'est qu'à la fois il promet une certaine réparation, je suis désolé Jean-Louis, parce qu'en fait il dit que ça va avoir des bienfaits médicaux sur Alzheimer, Parkinson par exemple, mais il explique aussi que ça va aider l'homme à rivaliser avec l'intelligence artificielle, qui est un peu son obsession. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, Laurence. Je rappelle juste au passage que vous avez écrit un bouquin qui est super, parmi d'autres, parmi toutes les recherches que vous avez fait dans le monde entier, qui s'appelle Les robots émotionnels, qui est paru à l'Observatoire. Merci, oui, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire là, sur ce qu'a fait Elon Musk, je pense qu'il explique pas scientifiquement comment ça se passe, effectivement. Il est dans il y a très peu de recherches, comme disait Arthur. Transhumaniste, très peu des choses, de croyances autour de cela, qu'on va être augmenté, amélioré, et on va être aussi piloté par ces systèmes. Il y a vraiment un risque aussi que certaines personnes dans la société soient augmentées et pas d'autres, et donc un clivage aussi dans la société, avec un déséquilibre, une non-équité autour de ça. Donc c'est un sujet extrêmement sociétal et politique. Vous faites partie quand même de comités de standardisation. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place quand même pour encadrer tout ça? Alors, je fais partie de comités d'éthique pilote du numérique où on sort des recommandations pour les gouvernants et pour les industriels et pour les citoyens, pour les alerter, les faire prendre conscience. Je fais partie du GPAI, Global Partnership on AI, c'est-à-dire un ensemble de démocraties. Il y a 18 pays autour de la table, Corée du Sud, Singapour, les États-Unis, le Canada, en France, l'Europe, l'OCDE, etc. Et donc on essaie de penser le futur du travail, les innovations, mais tout cela, ce sont des chantiers en cours qu'il faut absolument continuer. Il faut que la recherche s'empare de ces sujets, d'évaluation à long terme et d'audit de tout ce qui se passe, en étant conscient qu'il faut des comités d'éthique en dehors de ces GAFA, qui ne soient pas payés par ces GAFA. Il faut aussi qu'on comprenne l'impact dans la société de tous ces outils et qu'on arrive à comprendre comment on construit une société numérique mature en embarquant tous les citoyens. Pour autant, Valentine, vous disiez-vous que c'est difficile de projeter l'encadrement sur des technologies qui n'ont pas encore émergé. Comment on fait dans ce cas-là ? C'est difficile dans le sens où c'est ce dont on parlait tout à l'heure, dans le sens où quand des technologies sortent de laboratoire, elles ont ce qu'on appelle dans STS un script, elles ont un scénario d'usage type, dont on peut potentiellement anticiper les conséquences. Mais une fois lancées sur le marché, les utilisateurs peuvent détourner, modifier ce script. Les technologies prennent un peu vie par elles-mêmes dans les pratiques qui en découlent. Et c'est ces pratiques-là qu'on a du mal à anticiper. C'est difficile de voir en amont ce qui va se passer sur le moyen terme et le long terme parce que les usages des technologies sont à dissocier des intentions
et des projets, des technologies. Et je pense qu'il y a toujours... j'ai du mal à voir comment on peut réduire ce petit temps de latence entre le moment de la sortie de la technologie, ses premiers usages et la mise en place d'encadrement de législation. C'est en voyant ce qui se passe qu'on peut mettre en place des législations par le biais de comités de surveillance. Mais anticiper des usages, d'une certaine manière, c'est impossible puisque les contextes d'usage sont tellement variés et les usagers ont des pratiques qui parfois sont très surprenantes. Dans le cadre des médicaments, c'est assez visible. On voit par exemple avec les médicaments actuellement qu'on utilise comme psychostimulants, je le citais tout à l'heure, donc la Ritaline, tous les médicaments de méthylphénidate qui sont faits pour canaliser la concentration des personnes qui ont des troubles du déficit de l'attention, qui sont énormément utilisés en ce moment par les étudiants pendant les périodes d'examen, parce que ça leur permet d'être concentrés beaucoup plus longtemps, d'avoir une capacité d'attention beaucoup plus forte. Là, on est dans un détournement d'usage qu'on n'a pas forcément pu anticiper lors des sorties des médicaments, dans les effets secondaires, etc. Et ça, c'est des choses qui commencent à être... sur lesquelles il faut réfléchir dans un terme d'encadrement, de prescription médicale ou autre. Vous voyez, il y a des usages qui émergent qu'on ne peut pas nécessairement voir à l'avance. Si je peux rajouter juste, parce que vous avez lancé l'AFNOR tout à l'heure et j'ai pas rebondi là-dessus, ce qu'on fait dans les groupes de standardisation ou de normes, c'est déjà de se donner un vocabulaire commun et d'essayer de bâtir des mesures communes, internationales, pour arriver derrière à peut-être avoir des lois. Mais proposer des lois, comme vous le dites, de facto, on ne sait pas quelles sont les conséquences et on ne sait pas décrire tout parce qu'on n'a pas le même langage. Donc c'est des briques qui sont essentielles et je pense que les industriels en France devraient être plus présents, comme les groupes Thales, etc., dans ces entités autour de l'AFNOR, parce qu'on y voit beaucoup les géants du numérique américains et chinois. Oui, alors la question que j'ai envie de poser à Jean-Louis, mais je vais augmenter cette question si je peux, on parle d'homo numericus, c'est-à-dire qu'on voit les progrès de l'intelligence artificielle qui vont se nourrir de l'être humain. On l'a vu de manière un peu maladroite, enfin très maladroite, même avec taille de Microsoft par exemple, à quel point une IA pouvait être très conne comme un être humain peut être très con. Et est-ce que Jean-Louis, est-ce qu'on cherche à trop réguler aujourd'hui? Enfin, est-ce que vous pensez que vous devriez, vous en tant qu'entrepreneur, mais aussi d'une boîte d'innovation qui apprend en marchant, je pense que c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il faut faire partie de ces comités de standardisation ou est-ce qu'on joue un peu à se faire peur aujourd'hui? Alors encore une fois, le cas de Wondercraft, c'est un cas assez simple. On fait un robot pour faire marcher des gens qui ne marchent pas. Donc la question éthique est assez facilement évacuée. Et une autre caractéristique de la marche robotique, c'est qu'elle est avant tout basée sur un socle d'algorithmes déterministes. Jargon pour dire qu'on met des équations dans la machine et on connaît l'entrée, on connaît la sortie, qui ne s'apparente pas à l'intelligence artificielle. Après, comme quand un bébé apprend à marcher, s'il n'a pas son câblage, l'algorithme déterministe dans sa colonne vertébrale, dans son cervelet, etc., il ne marchera pas. Mais s'il l'a, il va apprendre à marcher en regardant les autres, etc. C'est l'intelligence, c'est le learning, si vous voulez. Donc on fait les deux, comme beaucoup de roboticiens. Mais on n'est pas dépassé par la couche intelligence artificielle qui est plus une intelligence du corps, où on essaye de faire marcher un machin et qui tienne debout, et si on le pousse, il tombe pas. On n'est pas du tout en train d'embarquer l'intelligence conceptuelle des gens. Donc notre point de vue chez Wondercraft est très simple. On est très libre de développer nos algorithmes, on a des normes de santé qu'on suit, et on doit juste les rendre un petit peu répétitifs et qu'on sache ce qui se passe quand on va pousser quelqu'un. Voilà. Maintenant, je suis en général plus, à titre personnel, moins optimiste sur la capacité qu'on aurait à comprendre quand une innovation vraiment très innovante sort, où est-ce qu'elle va nous emmener. Je reprends mon imprimerie avec Gutenberg. Lui, il voulait que la Bible remplisse le monde et illumine, que tout le monde lise la Bible. Ses mots sont « illumine le monde entier ». C'était un catholique qui avait que l'Église catholique à l'époque. En fait, qui s'est emparé de l'imprimerie? L'Église catholique pour faire des indulgences, c'est-à-dire prendre l'argent des gens pour acheter du temps de paradis pour sa famille. Ce qui était pas un usage, je dirais c'est TikTok si vous voulez. Vous voyez. Et après, c'est Luther qui s'en est emparé en deuxième et qui a dynamité un petit peu l'Église catholique, puis la science qui a dynamité le fait que l'Église, quelle qu'elle soit, était au centre de la société, etc. Et donc, c'est très 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 difficile de prédire où va nous emmener une technologie. Et souvent, on prévoit des trucs et puis on tombe un petit peu à côté.
Dans le cas de la robotique de marche, il y a un truc qui va se produire, à mon avis, mais c'est un jugement et c'est pas je peux pas le prouver, c'est que grâce au premier use case de la robotique de marche, parce qu'il n'y a pas de robot de marche dans la rue, vous en voyez pas, en fait. On se disait, il y aurait des robots, etc. Parce que c'est très difficile de faire marcher un machin. On va le mettre au point pour les gens qui marchent pas. Et à partir de ça, on va développer la marche pour des robots. Et ça, la révolution va prendre un chemin bizarre, passer par ceux qui marchent pas, qui vont nous apprendre à nos robots à marcher. Et quand on aura des robots pas très chers, humanoïdes, et qu'on rendra un petit peu intelligents aussi, parce que c'est les deux choses difficiles en robotique, c'est la marche et l'intelligence. L'intelligence, c'est vraiment difficile, mais la marche aussi. Eh bien, là, on a une révolution qu'on maîtrise pas du tout, et qui vient bien au-delà du marché de la publicité, qui est celui de Facebook et de Google, et qui représente 2-3% du marché des entreprises. Là, on parle de l'ensemble des tâches qu'on réalise dans la société. Est-ce que par crainte de cette dérive justement que vous évoquez pour l'avenir, il ne faudrait pas limiter l'augmentation peut-être à une fonction on parle de prothèses tout à l'heure. Est-ce que c'est une des solutions pour ne pas en fait tomber dans cette dérive que vous évoquez ? Oh, mais j'évoquais pas une dérive, j'évoquais un progrès. Ou TikTok, qui n'est pas un progrès pour moi, parce que ça fait 40 ans que je suis dans Internet, donc je vois que c'est pas du tout un progrès, que ça n'a pas marché, notre histoire d'Internet, en fait. Mais le coup d'après, ça peut marcher. Je pense que l'innovation fait partie de l'humain et que bloquer l'innovation, c'est comme mettre un lion dans un zoo, quoi. Ça marche pas. Donc, oui, il faut... mais les gens qui font de l'éthique, en général, ils connaissent ça très bien, hein. Ils bloquent pas l'innovation, ils laissent faire des expérimentations, des tests et tout. C'est ça dont on a besoin. Valentine ? Oui, cette question-là, je trouve qu'elle parle bien de la difficulté qu'on a à définir ce qu'est une augmentation par rapport à une réparation. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec cette opposition réparation-augmentation, parce qu'on répare quoi, on augmente quoi, dans quelle mesure. Je donne l'exemple de pratiques médicales toutes simples. Est-ce que le vaccin est une réparation ou une augmentation ? C'est pas un remède à une maladie, c'est une manière d'augmenter l'organisme pour qu'il soit prêt à réagir lorsque un virus ou une maladie viendra. La contraception ne guérit pas quelque chose, c'est une forme d'augmentation, si on veut pousser le raisonnement. Elle permet d'avoir comme fonction spécifique de contrôler sa fécondité, etc. Donc, limiter l'augmentation à une fonction, c'est ce qu'on fait en fait depuis toujours. La médecine, les progrès des technosciences ne font que faire fluctuer ce spectre. Pour moi, l'augmentation-réparation, c'est pas une opposition, c'est pas une dichotomie, c'est plus un spectre et qui concerne toujours des fonctions spécifiques. Marcher, penser, un GPS ce sera pour s'orienter. L'augmentation en tant que telle, j'ai du mal à comprendre de quoi il s'agit, comment on peut la définir. Donc de toute manière, réduire une augmentation à une fonction, c'est l'objectif d'une technologie, d'apporter une fonctionnalité spécifique, de répondre à un besoin spécifique en l'optimisant ou en optimisant sa manifestation pratique. Alors, je me remets un peu du côté... Laurence, allez-y. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas le définir comme ça, hein, parce que là, la technologie est une fonction, non. On voit bien que c'est des hyper-objets, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait c'est des objets qui ont eu des répercussions sur d'autres fonctions, sur d'autres aspects qui vont peut-être impacter dans la société d'autres personnes. Donc on a besoin de faire une réflexion sur ces objets, la fonctionnalité qu'on a imaginée et l'après, quoi. Qu'est-ce que ça va impacter comme conséquence ? On ne peut pas imaginer à quel point, hein. Il y a des choses effectivement qui sont non prévisibles ou pas, mais c'est dans cet écosystème qu'il faut penser les objets. C'est pas juste en termes d'une fonction, surtout pas. Et en plus, ces objets sont connectés sans doute avec d'autres objets aussi, donc il y a vraiment des complexités énormes à travers ces outils qu'il faut pas du tout négliger. Et je pense qu'on les néglige trop, et c'est pour ça qu'on n'a pas de gouvernance aussi sur ces différents aspects. Et on voit par différentes applications que ça va très loin, hein. Si je prends les deadbots, par exemple, qui sont... je prends des données de quelqu'un, j'ai un agent conversationnel, je suis capable de faire parler mon père qui vient de décéder. Bon, c'est un objet techno qui a comme fonction de faire parler mon père. Je suis désolée, c'est le rite du deuil... C'est une chose très complexe. On voit les Japonais qui font ça pour leur deuil, avec l'idée que ça va durer 49 jours et pas plus. Mais ça impacterait énormément notre société, avec des mythes fondateurs comme les nôtres, de peur de tous ces objets, c'est une chose, mais aussi d'addiction peut-être. Comment on va décider ça ? Il faut bien qu'il y ait une réflexion démocratique avec cette idée d'aller dans un sens bénéfique pour tout le monde, quoi, hein, pour l'individu et pour tout le monde.
Et on voit dans un des livres récents de Serge Tisseron des soldats américains qui vont enterrer des robots avec lesquels ils ont combattu. Certains donnaient des prénoms à leurs robots aspirateurs. Ben, on va encore plus loin. Tu sais, le téléphone des Japonais lors du tsunami, c'est un téléphone qui n'est relié à rien et les gens vont à l'intérieur parler à leur mort. Donc nous avons un imaginaire autour de tous ces systèmes qui est fulgurant. Et ce que décrit Tisseron, ou qu'on décrit aussi depuis belle lurette avec ces deux exemples du robot aspirateur qui connaît la maison, donc il faut le même s'il est abîmé, ou des robots des mineurs, c'est des petits exemples. Il y en a une foultitude de ces exemples. Pour bien montrer que c'est des hyper-objets. C'est des hyper-objets. Il y en aura des idiots, je pense aussi des robots un peu idiots. Et il y aura des robots limités. Enfin, moi, ce que j'adore, c'est les robots mous, mais bon, c'est pour une autre raison. Est-ce que, tout à l'heure, Jean-Louis parlait des robots de la difficulté d'apprendre à marcher à un robot, à un objet, à penser. Est-ce que la conscience, c'est quelque chose d'important, de décisif, ou un, on n'y arrivera jamais, deux, ça servira à rien? Laurence? La conscience... Donner une conscience à un objet. Et la conscience, déjà, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses différentes. Hein. Un robot, il peut avoir conscience de la taille qu'il prend quand il ouvre le bras pour pas vous bousculer. C'est une certaine conscience. De la même façon que l'autonomie d'un robot... La conscience de son existence et la conscience du bien et du mal, par exemple. Quand on voit les robots de Big Dog, pour l'instant, ils n'ont pas cette conscience. D'abord, on ne sait absolument pas comment faire. Donc, pour l'instant, on va mettre la conscience qu'un ingénieur a proposée conceptuellement. Donc, ça veut dire que dissimulé derrière la machine, en fait, il y a un tas d'ingénieurs ou une grande boîte qui a décidé de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Okay ? Maintenant, si on laisse la machine apprendre de nos données, elle apprend de façon inhumaine, absolument pas comme un humain. Donc, comment vous voulez qu'elle partage la morale avec nous? On va lui inculquer certaines règles, elle va faire des imitations, mais en aucune manière elle est capable de comprendre toute l'abstraction et le raisonnement humain qui est derrière. Donc, la conscience n'existe pas. Il n'y a pas en plus de ressenti corporel par la machine, même si on va lui mettre des capteurs de sensations au bout des doigts, des pieds, de partout, ce sont des capteurs qui ont une certaine limite et qui sont inhumains. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'aller au-delà ou d'aider l'humain dans une chose, mais pas de faire quelque chose d'humain. Donc la comparaison entre le robot humanoïde et l'humain, elle est désastreuse, cette comparaison, parce que la machine qu'on crée n'a pas de conscience, n'a pas d'émotion, n'a pas d'intériorité et n'a pas de notion de bien et de mal, et on lui donnera pas certainement une personnalité juridique. Vous voyez, c'était aussi une tendance. Non, mais c'est très clair. Et le rêve transhumaniste de voir l'homme et la machine se rassembler en 2045, c'est un rêve fou, inutile et peut-être tant mieux. Un rêve totalement mercantile pour certains, qui sont de vous vendre du rêve et en même temps, pour l'instant, de nous manipuler certainement avec d'autres objets qu'on nous vend. Donc il y a là un leurre total autour du transhumanisme. Même si c'est une philosophie, laissons-la au niveau de la philosophie. En tout cas, on est loin dans le monde scientifique d'entendre des scientifiques dits transhumanistes avérer des propos, des hypothèses sur demain une intelligence artificielle telle que l'humain. Ce n'est pas possible. Si on veut faire des humains, procréons. Quand on voit quand même ce que les technologies nous apportent au niveau des facilités de calcul ou de mémoire ou d'autres fonctionnalités, on se demande quand même comment une partie de la société qui pourrait être réfractaire à ces technologies-là pourrait ne pas s'augmenter en fait elle-même quelque part. Mais ça, c'est la liberté de chacun, non, de pouvoir décider. Et je pense qu'il manque encore une fois cette réflexion démocratique pour comprendre ses bienfaits, ses utilités. On le voit dans la santé, on le voit pour augmenter les capacités d'humains qui auraient des problèmes pour marcher ou autre. Sur la pensée, sur tout ce qui est lié au cerveau, il y a des tests incroyables pour diminuer les maladies de Parkinson, etc. Dès qu'on va mettre de l'IA, on ne contrôlera pas exactement ce que font ces systèmes. C'est assez dangereux. On ne va pas jouer avec le feu en disant ça va apporter quelque chose. Voyons, nous sommes des cobayes? Je ne pense pas. Donc les gouvernements ont besoin d'appréhender ce numérique de façon politique, raisonnable, pour qu'on crée une intelligence collective. Ils viennent vous voir, les candidats, déjà? Non, je crois qu'ils ont oublié le numérique. Ouais. Alors, je ne sais pas qui va en parler. Bon, le président actuel a pris en charge pas mal de choses, donc on peut tirer quand même une révérence à ce qui a été fait. Si le GEPAI existe, c'était grâce à Macron et à Trudeau lors du G7 à Biarritz. S'il existe des comités d'éthique qui, j'espère, vont perdurer au niveau national, c'est parce que le Premier ministre nous a demandé aussi de travailler sur la voiture autonome, sur l'aide à la décision médicale et sur les chatbots, les agents conversationnels qui nous parlent. Donc on sort
il y a des missions auprès du gouvernement. Je pense qu'il faut renforcer cela et créer un vrai ministère de demain, d'anticipation, utilisant l'IA et comprenant les risques. Parce qu'il y avait la déclaration de Montréal également, qui était intéressante. Mais il y avait la même chose en France, il y a la même chose au Japon, la même chose en Allemagne. Mais comme la France va prendre la tête de l'UE, c'est un thème qui monte, C'est pour ça qu'à la FNOR, on est en train de se mobiliser beaucoup pour aider en fait la législation européenne. L'ISO monte aussi sur beaucoup de sujets, mais nous avons, nous, une appréhension différente des valeurs humaines en Europe, avec les droits de l'homme, la dignité humaine qu'on essaie de mettre en premier, avec cette idée qu'il faut aller plus loin dans la compréhension des systèmes. Je vous donne juste un exemple. Ce qu'on appelle, l'Europe a désigné des systèmes à haut risque, la reconnaissance faciale, mais aussi la manipulation subliminale. On en parlait tout à l'heure de la conscience. On n'a pas conscience forcément de comment travaille notre inconscient. Et les études sur l'inconscient ont montré que, avant de bouger le bras, votre cerveau sait déjà que vous allez bouger le bras. Donc, on peut, avec de l'IA, assez facilement, on le voit déjà sur les réseaux sociaux, manipuler les personnes pour qu'elles changent d'avis. Ça a été utilisé en politique, ça peut être utilisé pour le bien de la société. Ce sont des aspects importants que l'IA rend fulgurants parce que c'est massivement que ces systèmes peuvent être développés. Vous disiez justement qu'on a une place à prendre en Europe entre la puissance américaine et la puissance chinoise du fait d'intérêts différents, mais qui existent quand même. C'est-à-dire que la population chinoise est plutôt surveillée avec les technologies, alors que les États-Unis, de leur côté, sont plus axés sur la puissance économique. C'est de ça dont vous parlez, cette neutralité-là entre les deux ? Oui, c'est une autre vision, c'est une troisième vision qu'on peut amplifier. Et puis je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi anticiper sur certains sujets dont on n'a pas forcément suffisamment étudié pour voir qu'est-ce qui se passe au Japon avec le développement plus rapide que nous, par exemple des robots, dans certains cas, comment les gens les utilisent, est-ce qu'il y a des déviances qui arrivent déjà. On peut voir dans le monde américain aussi les mêmes choses. Et d'ailleurs, par ville, il commence à y avoir des gens qui disent dans les villes, on interdit la reconnaissance faciale à New York, à Los Angeles. Donc il y a des montées quand même de compréhension citoyenne de ces sujets, et c'est un débat qu'on doit mener. Oui, juste Valentine, vous avez supervisé la publication d'un ouvrage qui s'appelle Corps et prothèses, c'était aux presses universitaires de Grenoble, et je reviens un tout petit peu sur ma question sur la conscience. Parce que vous, quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez dit à Arthur et à moi que vous pensiez qu'il n'y aurait pas forcément une conscience humaine, vous rejoignez Laurence, mais une conscience artificielle qui pourrait peut-être s'appuyer sur des algorithmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion? Je ne crois pas avoir parlé de conscience artificielle. Ça veut dire que j'ai rien compris du tout, donc j'ai besoin d'être augmenté. Non, comment vous voyez cette notion de conscience ou c'est un faux débat ou une conscience qu'on pourrait donner à un robot? Oui, ça dépend de ce qu'on veut dire par conscience. J'ai le sentiment qu'on ne sait même pas comment fonctionne la conscience humaine, qu'on a déjà du mal quand on fait comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la pensée. Ça, c'est pas des choses identiques. Une pensée mathématique, une pensée émotionnelle. Donc, si déjà on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne chez nous, les humains, j'ai du mal à voir comment on pourrait le simuler ou le générer. Sur le cerveau. Créer une intelligence artificielle, c'est une chose en soi, mais c'est ce que je disais, la comparer à une intelligence humaine, on parle de deux choses radicalement différentes. Et pour revenir sur ce qui était posé dans la question avant, sur ce mythe de l'homme-machine, de la fusion, moi je travaille pas du tout sur la question de la conscience, mais sur la question du corps. Et on voit déjà les résistances qui ont lieu à l'heure actuelle. La figure de l'homme-machine actuelle, c'est la personne amputée équipée d'une prothèse, par exemple électronique, qui sont considérés parfois comme des cyborgs ou autres. Même là, on n'est pas du tout dans une fusion. Même pour les objets les plus simples, une prothèse toute simple, non électronique, on voit qu'il y a des résistances du corps. Le moignon est douloureux dans la prothèse, il y a des problèmes d'équilibre, des problèmes de confort, de transpiration dans le moignon. Le corps n'est pas fait pour fusionner avec les machines, ne serait-ce que pour l'évolution des implants articulaires. On a mis des années avant de trouver des biomatériaux qui étaient acceptés facilement par le corps. On ne peut pas les garder tout au long de la vie, il faut les changer au bout de 25 ans. Il y a une incompatibilité fondamentale entre ce qui constitue l'organisme humain et les apports technologiques, à compatibilité qu'on peut
minimisée évidemment par différents types de traitements ou de biomatériaux, mais je pense que la fusion, elle n'arrivera jamais, même dans la motricité. Une personne amputée qui sait parfaitement bien utiliser sa prothèse aura toujours un moment ou un autre dans son quotidien ou dans sa vie où la prothèse va se rappeler à la personne en étant inconfortable, douloureuse. Et donc, par transfert, je suppose qu'il en est de même pour la question de la conscience. Si on arrive à générer une intelligence artificielle qui, admettons, arrive à identifier des choses par elle-même et construire des raisonnements par elle-même, je pense qu'il est impossible de les comparer et de les fusionner avec ce qui se passe chez nous, êtres humains. Quoi. Mais cette non-fusion est plutôt peut-être une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Louis ? Il n'y a pas forcément besoin d'arriver à cette fameuse fusion. Moi, d'abord, c'est pas mon champ de compétences, même si je lis beaucoup dans ce domaine à titre personnel. Et je me méfie beaucoup des jugements de valeur qu'on peut avoir avant d'avoir passé des années sur un sujet. Parce qu'ils sont souvent l'objet de... Enfin, la représentation de nos peurs et de nos instincts et pas nécessairement représentatif de la réalité. Donc, c'est pour ça que je disais en riant tout à l'heure, le digital, on voit que ça a raté. En 95, j'étais un des turiféraires. Et ben, on est c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Ouais. Non, on a tout raté ? Non, on n'a pas raté. Un média, une technologie se structure dès le début comme elle doit se structurer. Par exemple, la télé, quand elle est arrivée dans les années 50, on a dit ça va être un champ, un outil d'apprentissage pour doubler l'école, aider les gens à apprendre, etc. Non, la télé, elle s'est structurée autour de la pub et de l'abonnement qui induisent la télé telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ben, Internet s'est structuré un petit peu de la même façon autour des abonnements, mais pratiquement autour d'un média très, très spécifique qui est la vidéo et qui a un impact visiblement important sur notre manière de concevoir, d'être intelligent, etc., surtout chez les plus jeunes. Donc, quand on compare ces années 95 à aujourd'hui avec toutes les courbes qu'on peut mettre, tous les chiffres de développement de la société humaine, bon, il y en a une qui évolue positivement, c'est la baisse de la pauvreté, parce que les Chinois deviennent riches, en gros, et des Asiatiques, et l'Afrique commence à décoller. Toutes les autres descendent. Donc, je ne dis pas que c'est le numérique. C'est bien sûr pas le numérique qui a fait descendre, qui a augmenté, diminué le temps au travail, augmenté le chômage, augmenté la dette des États, etc., diminuer l'indice de bonheur dans la quasi-totalité des pays. Mais en tout cas, il n'a eu aucun rôle positif. Et ça, on peut le dire. Donc oui, c'est une déception. On verra ce qu'il en sera de la robotique ou de la connexion neuronale si elle arrive un jour. C'est encore une technologie qui n'est pas une technologie, c'est un essai scientifique. Mais je suis très prudent sur ce qu'on peut en deviner, parce que dans le passé, on s'est souvent trompé, quoi. Ce sera le mot de la fin parce que le temps nous est compté. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci. On ne manquera pas de suivre vos travaux respectifs. C'est ainsi que se termine la Madi Keynote 2021. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous l'an prochain avec plaisir. Merci.